Aujourd'hui, on fait une revue de ce que les critiques ont à dire sur A Knight of the Seven Kingdoms, la nouvelle série Game of Thrones. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ce spin-off? J'évoquerai les bonnes critiques, les mauvaises critiques, et ce qui semble être les qualités, mais aussi les défauts de cette nouvelle série, pour vous permettre de décider si oui ou non, vous pouvez vous lancer sans crainte dans Knight of the Seven Kingdoms. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Knight of the Seven Kingdoms atteint 84% sur Rotten Tomatoes, avec une quarantaine de critiques. À l'heure actuelle, House of Dragon, 4 ans après son lancement, a atteint un score de 87% pour les critiques. Donc c'est un petit peu mieux que Knight of the Seven Kingdoms, qui en plus a moins de critiques à l'heure actuelle. Alors d'abord, on va évidemment évoquer ce qu'il y a de positif, et je vais d'abord faire le tour des critiques qui sont déjà sorties en France. On commence par Le Monde, qui parle de Knight of the Seven Kingdoms, qui s'attarde avec délice dans les marges de la société féodale. Ils évoquent quand même l'exiguïté du format, c'est-à-dire que c'est court. Les aventures de Dunk offrent un point de vue rafraîchissant sur un univers dont on croyait connaître les recoins. Libération est plutôt positif également, plus intimiste que sa grande sœur, la nouvelle série dérivée de l'univers de George R. R. Martin dépeint avec humanité la grandeur morale d'un chevalier superbement incarné par Peter Claffey. Alors, ils évoquent quand même une bataille aux proportions bien plus modestes que les gigantesques affrontements croisés au fil de Game of Thrones, mais plus humaine, plus touchante parce qu'elle se noue autour d'une injustice et est affaire d'éthique. On a le Journal du Geek qui donne 4,5 sur 5 quand même en termes de notes. On a encore du mal à croire que ces 6 épisodes soient déjà finis, tant on aurait aimé prendre un peu de rap de Knight of the Seven Kingdoms, et ils proposent même d'échanger la saison 3 de House of Dragon qui sort cet été avec la saison 2 de Knight of the Seven Kingdoms. Donc c'est dire à quel point ils ont l'air d'avoir apprécié au Journal du Geek. Chez CloneWeb, il évoque que Knight of the Seven Kingdoms est définitivement une production étonnante jusqu'à son générique final. Petite histoire dans la grande, et par ici on aime ça, portée par des personnages super attachants. Ce n'est pas forcément la meilleure des portes d'entrée, mais plutôt un petit bonbon à déguster en patientant pour découvrir à nouveau de grandes batailles. Chez Numérama, pareil, on a plutôt apprécié. On évoque que 2 épisodes suffisent à planter le décor, et dès le 3e, Duncan est piégé et les événements s'accélèrent. Par contre, du côté des inconvénients, on est plutôt sur un regret peut-être de la dimension géopolitique qui fait le sel des 2 précédentes séries, Game of Thrones et House of Dragon. Numérama a pas trop aimé l'épisode 5, et c'est un truc qui va se retrouver d'ailleurs dans plusieurs des critiques un petit peu plus tard. Les numériques donnent la note de 4 sur 5, avec la précision que le cœur thématique du programme, c'est qu'est-ce qui fait un chevalier, la noblesse, l'héroïsme, etc. Ils expliquent que du fait de son échelle plus modeste, Knight of the Seven Kingdoms n'a naturellement pas la même ampleur narrative. D'accord, ça fait toute son identité, mais les moments spectaculaires sont rares, et il faut avouer qu'ils ne nous ont pas totalement emportés. Chez Dexerto, on met carrément un 5 sur 5. S'il fallait émettre des réserves sur le spin-off, elle serait avant tout tournée vers le choix de diffusion hebdomadaire, car la série gagne progressivement en intensité et se regarde volontiers en une seule traite. Nul doute qu'elle fera le bonheur des binge-watchers. Si tout ça évidemment ça t'intéresse, sache que sur la chaîne je vais proposer 3 vidéos et un live par semaine tout au long de la diffusion de Knight of the Seven Kingdoms, alors n'oublie pas de t'abonner pour profiter à fond de la série. Moi je continue ma revue de critiques avec Inverse du côté des États-Unis et des pays anglophones, qui dit que Knight of the Seven Kingdoms c'est exactement ce que vous recherchez de la part de Game of Thrones. C'est pas votre Game of Thrones habituel, c'est un peu différent, c'est irrévérencieux, c'est tranchant, mais ça n'amoindrit pas ce que vous attendez d'une série Game of Thrones pour autant. Il y a beaucoup de moments de tension, des séquences de combats épiques et chorégraphiées, et des trahisons le long du chemin. Du côté d'IGN, on est assez dithyrambique, on dit que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Game of Thrones pour HBO, pour la licence, en plusieurs années. Variety donne 3 étoiles et dit que c'est certes du Game of Thrones mineur, mais c'est une bonne chose. Du côté de Nerdist, on dit que Knight va rappeler aux spectateurs pourquoi ils adorent Westeros, et la critique se conclut par « J'adore Dunk et Egg, et j'ai toujours envie que les gens comprennent exactement pourquoi, et A Knight of the Seven Kingdoms va faire précisément ça ». Chez TV Line, on explique que le spin-off a des enjeux qui sont peu élevés, mais qui va soigner votre fatigue de Game of Thrones. Donc là encore, on est dans la comparaison, et le côté House of Dragon a un peu déçu sur la saison 2. Attention cependant, l'humour verse parfois un peu trop dans la scatologie, et l'élan du récit s'essouffle sur la fin. Ça c'est un truc qu'on va beaucoup voir dans les critiques négatives de la série, c'est l'humour. Vous le verrez ça tout à l'heure. Il est vrai que Seven Kingdoms n'a ni l'ampleur ni la profondeur que Thrones avait à son apogée, toute la saison repose après tout sur un unique tournoi de joutes, mais la série raconte malgré tout une sacrément bonne histoire, et une histoire qui redonne au monde de Westeros un sentiment de nouveauté. Chez le Hollywood Reporter, on dit que ce nouveau spin-off de Game of Thrones est charmant, et montre que plus petit, ça peut aussi être mieux.
L'attrait principal de la série repose sur Claffey et Ansel, donc Dunk et Egg. À tout point de vue, ils forment un duo comique parfait. Chez Polygon, on dit que Knight c'est le meilleur chemin à suivre pour Game of Thrones, que cette série ressemble davantage à une note de bas de page de Game of Thrones qu'à une nouvelle direction audacieuse, mais tout ce qui la rend distincte donne l'impression d'être exactement le genre de choses que HBO devrait adopter. Chez IndieWire, on donne la note de B+, et on dit que ce spin-off choisit la gentillesse plutôt que le carnage. Game of Thrones et Knight of the Seven Kingdoms occupent toujours deux faces d'une même pièce. Chez Slash Film, on donne 8 sur 10 à ce retour bienvenu à Westeros. A Knight of the Seven Kingdoms est un retour calculé vers des rivages plus porteurs d'espoir, peut-être que l'honneur et le devoir peuvent l'emporter, et qu'un chevalier chevaleresque peut protéger ceux qui lui sont chers, sans être damné pour autant. Chez Empire, on donne la note de 4 sur 5, et on compare carrément Knight of the Seven Kingdoms à The Mandalorian chez Star Wars. Tout comme The Mandalorian l'est pour Star Wars, c'est une alternative courte et délicieusement agréable à l'imposant vaisseau mère d'une franchise. Pour Gizmodo, c'est simple, c'est un triomphe absolu. Le casting est parfait, tout comme le ton. La série a certes une échelle plus petite, mais pas moins épique pour autant. Il serait facile de se plaindre que Knight of the Seven Kingdoms est trop court, parce que nous aimerions passer plus de temps à traîner avec Dunk et Egg, mais 6 épisodes, c'est en réalité presque parfait, à l'image de la série elle-même. Loué soit les 7, une saison 2 est déjà en route. Pour la BBC, avec son mélange de drame brutal et d'humour généreux, c'est un succès garanti, et c'est très drôle, il y a de l'humour dans les autres séries, mais ici, on est à un tout autre niveau, réalisé avec une grande légèreté et débordant littéralement de charme. On y trouve de la comédie physique, de l'humour pince sans rire et une absurdité presque à la Monty Python. Chez les fans de Winter is Coming, on donne carrément la note maximale de A+. George R. R. Martin obtient enfin une adaptation parfaite. Knight est magnifiquement fidèle, sans pour autant avoir peur de prendre des risques. Knight est une bouffée d'air frais au milieu de la brume d'un Westeros ravagé par la guerre, offrant un voyage plus léger, plus drôle et globalement plus émouvant. Sachez que mes abonnés soutiens reçoivent mes vidéos à l'avance dès qu'elles sont prêtes. Si les avant-premières et d'autres contenus exclusifs vous intéressent, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien la page Ko-fi et faites partie des dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du grand positif autour de cette série, il faut évidemment évoquer ce que disent les critiques négatives. Et il y en a quelques-unes, et vous allez voir, elles ont des problèmes assez cinglants avec cette série. On va commencer par Time aux États-Unis qui dit que Knight of the Seven Kingdoms c'est simplement un filler mince et digne d'un haussement d'épaule. La série succombe également à quelques tendances malheureuses de l'ère du streaming, allant d'un avant-dernier épisode en flashback qui retarde la résolution d'un cliffhanger, à une maigreur de l'intrigue qui donne à l'ensemble de cette courte saison l'impression d'un prologue démesuré, une franchise qui fixait autrefois les standards de la télévision de prestige, perpétue désormais dans une tentative apparente de garder les fans de Game of Thrones abonnés à HBO Max indéfiniment certains des clichés les plus éculés du genre. Ouais, ça fait fort. La conclusion est simple, c'est Seven Kingdoms est peut-être trop inoffensive pour être détestée, mais pour sa saison inaugurale, elle est aussi trop maigre pour être aimée. Chez The Wrap, on parle de Game of Thrones qui prend un virage comique dans ce spin-off pas assez cuit, ou assez mal terminé, on pourrait le dire. Une série d'aventures plus simple qui aurait dû faire davantage d'efforts pour mériter ses rires. Knight of the Seven Kingdoms semble avoir été conçu comme une proposition plus modeste que ses homologues de franchise à l'échelle épique. On y entre avec des attentes gonflées par les paramètres grandioses de ses prédécesseurs, alors qu'il ne s'agit en réalité que de l'histoire d'un petit gars, certes un petit gars plutôt grand, essayant de se frayer un chemin dans les secteurs plus simples de Westeros. Une critique de la part d'USA Today qui dit que la série est une profonde déception. Si le créateur Ira Parker visait une version plus détendue de l'univers de Thrones, il a trop bien réussi. Knight est bien souvent ennuyeux. La série tente de provoquer le choc et le sensationnel avec certaines séquences d'excrétion corporelle véritablement répugnantes. Là on revient du coup à la scatologie qu'évoquait une critique positive un petit peu plus tôt. Chez Enemy, on donne la note de 3 sur 5 et on parle d'un préquel qui est doux et bête et à nouveau on reproche l'humour potache de la série. Chez The Independent au Royaume-Uni, on donne la note de 2 sur 5. Les fans de Game of Thrones pourraient rechigner devant ce spin-off étrange dégoulinant d'excrétions corporelles. Les enjeux sont abaissés et la puérilité renforcée dans ce préquel décalé.
Vers la fin de la série, la violence commence à monter et l'on obtient suffisamment de gore pour rivaliser avec la scatologie. Ce n'est que dans cette dernière ligne droite que Night commence à ressembler davantage à Game of Thrones, et jusque-là, la série paraît totalement à part, opérant dans une sorte d'étrange monde tonal parallèle. Et je voulais terminer avec les critiques négatives avec celle de Collider, qui est assez intéressante, qui se titre comme ceci: « Voilà pourquoi une adaptation télé ne devrait pas suivre le livre mot pour mot ». Alors il y a un certain nombre de critiques qui sont évoquées dans cet article, je vais pas toutes vous les lire, mais il y en a certaines qui ont attiré mon regard. Les grandes joutes, qui sont sans doute les plus grands morceaux de bravoure de cette courte série, se déroulent soit de nuit, soit enveloppées de brume, donc a priori voilà, c'est pas assez lisible pour le critique de Collider. Même chose, le focus sur les personnages leur paraît un peu bizarre. Ils disent que les Targaryens et Baratheon sautent aux yeux comme les figures les plus captivantes de la série, et il est frustrant de voir à quel point ils sont peu présents lorsqu'ils apparaissent et disparaissent de la vie de Dunk. Et oui, parce que ça c'est un des trucs que George R. R. Martin a beaucoup insisté, c'est que la série doit vraiment adopter uniquement le point de vue de Duncan. Dernière chose, The Night of the Seven Kingdoms sera une nouvelle série clivante pour la franchise Game of Thrones. D'un côté, on a les amoureux des livres, selon Collider, qui vont la louer, probablement pour sa fidélité, même si je dirais qu'elle nous prive que de l'un des moments les plus culminants de l'histoire. Et de leur côté, les amateurs de la série et les spectateurs plus occasionnels pourraient repartir avec plus de questions que de réponses. Il est vrai que Night of the Seven Kingdoms propose un changement de ton par rapport à ses prédécesseurs, c'est plus léger et relativement peu risqué, il n'y a pas de paysage épique ni de chevaucheurs de dragons brûlants de petits villages, il y a aussi beaucoup plus d'humour, même si beaucoup trop de blagues tournent autour du caca, mais est-ce que c'est vraiment ça que veulent les spectateurs ? Voilà qui conclut la critique de Collider. Maintenant, on va essayer un petit peu de synthétiser les points positifs et les points négatifs qui sont évoqués à l'aune de ces différentes critiques. Côté du négatif, a priori, on nous dit que c'est court, alors ce qui peut être du positif comme du négatif, c'est-à-dire que si c'est court, c'est qu'on en veut plus, ou alors c'est trop court et du coup il n'y a pas assez de matière. Ça, on le verra nous en regardant nous-mêmes la série. J'ai vu dans un certain nombre de critiques que l'épisode 5 faisait débat, a priori parce que il serait mal dosé sur sa mise en scène. On a aussi des gens qui critiquent la diffusion hebdomadaire plutôt que la diffusion en binge-watching pour cette série, qui, on le rappelle, du coup c'est 6 d'épisodes assez courts, d'environ une demi-heure, et donc les gens préféreraient, en tout cas les critiques qui l'évoquent à partir d'aujourd'hui, disent qu'elles auraient préféré tout regarder d'un coup. Il y a aussi a priori des scènes d'action qui manquent de lisibilité, que ce soit dans la brume ou de nuit, et enfin un des points qui revient le plus dans le négatif, c'est que l'humour est parfois trop potache, tire dans la scatologie, etc. Et ça a l'air d'avoir déplu à un certain nombre de critiques. Du côté du positif, tout le monde s'accorde à dire que c'est rafraîchissant, que c'est un autre point de vue de Westeros par rapport à Game of Thrones et House of Dragon, que c'est vraiment très différent en termes de perspective. On s'accorde également à dire que les personnages sont très attachants, les personnages principaux, mais aussi qu'il y a des personnages intéressants qui gravitent autour de ces deux personnages principaux. Les gens s'accordent à dire également que c'est très fidèle à la nouvelle de George R. R. Martin, ce qui a l'air de plaire beaucoup à l'auteur. Et enfin, une note positive, c'est que ça peut se regarder sans connaître l'univers, ce qui est plutôt intéressant pour aller chercher d'autres spectateurs. Que pensez-vous de ces critiques ? Est-ce qu'elles vous rassurent ou est-ce qu'elles vous inquiètent ? Au contraire, on se retrouve évidemment le 19 janvier pour découvrir l'épisode 1 avec ma réaction et mon avis à chaud, bien sûr, et à partir de la semaine prochaine, on parle en long, en large et en travers de cette nouvelle série. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo qui devrait vous plaire.